Venu avec nous. Alors le monde du football est en deuil. Salif Keita Domingo s'en est allé. Celui qu'on surnomme la Panthère Noire est décédé donc aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Nous allons donc essayer de lui rendre hommage et nous allons donc écouter beaucoup de réactions depuis l'annonce de son décès. Il y a eu tellement de réactions pour lui rendre hommage. Nous allons également retracer la vie de cet homme exceptionnel. Aucun superlatif en tout cas ne saura donc décrire cet homme hors du commun. Et avec Djibril Traoré, nous allons donc voir la vie et avec nos invités également sur le plateau, nous allons essayer de parler de la vie de cet homme, Mohamed Soumaré qui est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Koji. Et Cheikh Omar Konté Bruno également, bonsoir. Bonsoir Koji. Et le doyen Djibril Traoré, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Salif Keita Domingo, donc s'en est allé, celui qu'on surnomme la Panthère Noire, est décédé donc aujourd'hui à l'âge de 77 ans et il y a eu beaucoup de réactions, en tout cas pour rendre hommage à ce footballeur exceptionnel, footballeur africain, le meilleur de tous les temps en Afrique. Alors je vous propose qu'on écoute quelques-uns, en tout cas, de ses partenaires et puis membres de la famille. Et lui et moi, on a été sélectionnés ensemble, Salif et moi, au tout début des années 63-64. On a joué ensemble en équipe nationale quelques matchs. Et c'est un ami, on a partout on voyageait. À la maison des jeunes, quand on préparait les matchs internationaux, on dormait les lits côte à côte. Et partout où on voyageait, on dormait dans la même chambre d'hôtel. C'est une grosse perte pour moi. On a été très proches. Et même nos femmes sont devenues des amies. Et c'est une grosse perte pour la nation malienne. Parce que, à mon avis, il fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès. Comme vous le savez, Salif Keita est une légende du football mondial, je dirais, et qui fait partie des gens qui ont écrit les plus belles pages du football malien. C'était mon grand frère, c'est quelqu'un que j'ai adoré comme un dieu. Et aujourd'hui, qu'ils partent, cela me chagrine énormément. Mais c'est la volonté, la manifestation de la gloire de Dieu. Et il laissera un grand vide dans le milieu du football mondial, je dirais, particulièrement malien. Salif est une référence mondiale dans le football. Au-delà de cette référence mondiale du monde du football, Salif est une référence sur le plan personnalité. C'est un homme qui a de la personnalité. Je l'ai quitté il y a à peine 3 semaines. Pour l'intérêt du football, l'aura de Salif doit servir pour le développement du football. Salif est un conciliateur. Salif est un homme de rassemblement. Et Salif est un visionnaire. Et Salif est un patriote. Si on parle de panafricanisme, Salif est un panafricaniste. Voilà cet homme qui a toujours cru à son pays et qui a toujours cru à la couleur de sa peau et qui a toujours cru aussi à la dignité de l'homme. Et ça, je retiens à cet homme de cette grande valeur et qui dépasse même le monde du football. On a été au gouvernement ensemble. Il était le ministre en charge de la promotion des entreprises privées. Les gens oublient ça facilement, mais ce qu'il a fait pour la promotion des entreprises, on a oublié parce que c'était un entrepreneur. L'hôtel Mandé, c'était une référence. Au-delà de ses propres activités personnelles, il a été ce que vous savez, un grand footballeur. Mais pas simplement un grand footballeur, une référence pour toute l'Afrique. Les gens pensent que c'est un monument, mais non, c'est plutôt un patrimoine. Et ce pays doit préserver ses patrimoines, comme on le fait pour beaucoup d'autres symboles culturels. Salif, c'est cela.
Salif, quand tu l'as vu à Saint-Étienne, à Valence, aux États-Unis, et ils disent non, vous ne connaissez pas Salif. Quand vous voyez Salif s'entraîner, quand il est devenu professionnel, quand vous voyez Salif dans son élément, c'est une toute autre dimension. Ainsi va la vie. On fait son temps et on meurt. Salif a collaboré avec beaucoup de gens. Nous demandons à tous ceux qui ont eu à collaborer avec lui de lui pardonner. Voilà un plateau ici, Djibril Traoré, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous inspire justement une telle perte d'un footballeur exceptionnel, d'un homme hors du commun? D'abord, c'est très triste, mais permettez-moi tout d'abord de remercier l'ORTM qui a quand même rendu l'hommage qu'il faut à Salif Keita aujourd'hui et dans le journal et cette émission spéciale aussi. Salif le mérite. Salif, qu'on le veuille oui ou non, c'est, comme vient de le dire Fané, un patrimoine, c'est un baobab. J'ai eu la chance de le voir jouer et de commenter les derniers matchs de Salif, notamment le jubilé Sadia Cissé. Il avait pris part. C'est une immense perte pour le Mali. L'homme, le footballeur, l'entrepreneur et l'humain tout court. Salif, on ne le décrira jamais assez qu'au DCB. Mais je vais juste vous dire que des joueurs comme Salif, il n'y en a pas beaucoup. Pour nous autres journalistes, reporters sportifs, un joueur comme Salif, ça y est que ça inspirait, ça donnait des éléments, rien qu'en le voyant venir sur le terrain, rien qu'en touchant le ballon. Donc c'est une perte immense. Et c'était un visionnaire, ça aussi il faut le dire, c'est important. C'est lui qui a amené ici au Mali le premier centre de formation de jeunes footballeurs. C'est lui qui a prôné le football des jeunes. Il n'a pas été compris à l'époque, il avait été nommé directeur technique. Et voilà, soif de résultats immédiats, on l'a combattu, il est parti. Salif a été dans l'adversité toute sa vie pratiquement parce qu'il a été un incompris et c'est dommage. Alors, Mohamed, comment réagissez-vous justement à de telles pertes? C'est vrai, c'est quand même une carrière remplie, aussi bien comme footballeur, dirigeant de football, homme politique, même si son passage au gouvernement n'a duré que 2 mois. Mais ce que je retiens, c'est 2 principales choses. D'abord son patriotisme, peut-être qu'on y reviendra là-dessus, parce que lorsqu'à Marseille, il a refusé la nationalité française. On y reviendra justement. Voilà, justement. Là, c'était un symbole à l'époque. Alors que pas mal de gens couraient derrière cela. Et aussi un exemple de reconversion. Il a arrêté sa carrière à 33 ans. Il avait encore du jus pour encore continuer. Et là, il avait entamé des études de droit à Saint-Étienne. Il voulait continuer des études de marketing aux États-Unis. Et là, il a continué ses études de marketing. Il est revenu au pays. Il a essayé d'imposer ses idées. C'est vrai, Djibril l'a rappelé, en un moment, il n'a pas été compris. Et par la suite, l'histoire lui a donné raison par rapport au football des jeunes. Et aussi dans l'entrepreneuriat, on a vu son complexe hôtelier, le centre de formation. Et on priera pour le repos de son âme. Ce qu'on a raconté, Bruno. Moi, je pense qu'ils l'ont tout dit pratiquement. Moi, je retiens quand même de l'homme le fait d'être un visionnaire. On ne cesse de le dire. Salif, il est aussi à la base de la création de l'UNAFOM. C'est un projet, Kabbalah, c'est un projet de Salif Keita proposé à Alpha Omar Kounari à son temps. Salif Keita, c'est lui qui a mené les sponsoring au niveau de la Fédération malienne de football avec Icatel à son temps. Salif, le projet Centre Salif Keita depuis 30 ans, août 1993, comme Corolla a dit, il n'a pas été compris. Nous, on était assoiffés des résultats immédiats. Il dit qu'il faut aller progressivement avec le football à la base, c'est-à-dire les jeunes. Par la suite, l'équipe nationale était pratiquement à 2/3 constituée des éléments qui sortaient du centre Salif Keita. Donc vraiment, c'est ce que je retiens de l'homme. Voilà, vous avez écouté les premiers témoignages. En tout cas,
que ce soit les anciens coéquipiers ou en plateau ici. Alors, il a eu une vie exceptionnelle. Le footballeur africain, le meilleur de tout le temps, je paraphrase un peu Djibril Traoré d'ailleurs, qui va nous retracer ici la vie de cet homme hors du commun. Après 77 ans d'existence, celui qu'on peut qualifier à juste titre de meilleur footballeur africain de tous les temps vient de tirer sa révérence. Ce samedi 2 septembre 2023 est sans nul doute l'un des jours les plus sombres du football malien. Oui, Salif Keita, l'enfant de Wolofobougou, le Domingo, le maestro de l'AS Real de Bamako et de l'équipe nationale du Mali, la panthère de l'AS Saint-Étienne, le chouchou de l'entraîneur Ben Oumar Sy, l'ami de Sadia Cissé, de Idrissa Maïga Diméchou, de Gassou Diallo Morovia et j'en passe, le feu follet, le super doué vient de rendre triste la planète du football malien avec sa disparition ce samedi matin suite à une longue maladie qui a donc fini par avoir raison de lui. Celui qui, avec son immense talent, nous a cruellement fait défaut dans les moments cruciaux à Yaoundé, à la Coupe d'Afrique des Nations de 1972 suite à une blessure certaine et à la cheville, que ce soit contre le Cameroun où son duel était attendu avec Jean-Pierre Togoto, que ce soit à la finale contre le Congo-Brazzaville où il n'a pu jouer qu'une vingtaine de minutes avant de céder sa place et laisser l'équipe malienne orpheline. Le premier ballon d'or africain, celui qui a été désigné par le roi Pelé lui-même comme meilleur joueur après un match épique qui les avait opposés, fait partie, à n'en pas douter, de la classe de Beckenbauer, de Johan Cruyff, de Maradona, Alfredo Di Stefano et Pelé lui-même. Détecté dès son jeune âge, puisque naturellement doué, il fut sélectionné à 17 ans par Ben Oumar Sy pour disputer les Jeux des forces montantes à Jakarta, en Indonésie, en 1963. C'est cet immense talent qui le fera sélectionner par le Stade malien de Bamako en 1965 pour disputer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et le Stade disputera cette année-là la finale de cette compétition qui était à sa première édition. Son club de cœur, l'AS Real de Bamako, représente notre pays en 1966 avec un certain Salif Keita et bis repetita, encore la finale de la compétition. Ses coéquipiers plus âgés que lui avaient su l'entourer et exploiter son immense talent. Nani, Doudou, Kidjan, Fatogouma, Ousmane Traoré, Petindao, Tchemoro Sinate et j'en passe. Celui qui a été révélé dans les matchs de pionniers avec son quartier Wolofobougou et qui a signé sa première licence à l'AS Real de Bamako avait décidé d'aller monnayer son talent en 1967 en France après les finales des Jeux africains à Brazzaville et de Yaoundé 72 et aussi des deux clubs, le Stade malien et de l'AS Real en 65 et en 66. Destination l'AS Saint-Étienne. Il passe 5 ans dans ce merveilleux club de l'époque avec des titres de champion de France et de vainqueur de la Coupe de France. Après, ce sera à Valence, en Espagne, en 72-73, au Sporting de Lisbonne, au Portugal, en 76-77, où il restera 2 ans avant d'aller finir son immense carrière aux États-Unis dans le club des Celtics de Boston. Salif Keita organisera ensuite son jubilé en décembre 79 et janvier 80 dans 3 capitales de l'Afrique de l'Ouest, Bamako, Conakry et Abidjan, du jamais vu. Ce qui est sûr, cet artiste du ballon rond qui était en avance sur son temps restera gravé dans la mémoire de ses semblables et pour toujours. C'est lui qui, après sa carrière, a prôné le football des jeunes, mais la soif de victoire immédiate avait eu raison de son plan. Ce qui l'amena à créer le premier vrai centre de formation de jeunes footballeurs dans notre pays, le centre Salif Keita CSK, avant de prendre les rênes de la Fédération malienne de football de 2005 à 2009. Auréolé de plusieurs décorations, et au Mali et dans le monde, ce footballeur émérite qui a donné son nom à un complexe sportif à Sikasso et un stade modeste à Cergy-Pontoise en France s'est vu dresser une stèle en son honneur par l'association des anciens footballeurs de Real. Salif Keita, faut-il le rappeler,
a refusé catégoriquement la nationalité française malgré les énormes pressions pour rester malien et ça l'avait coûté très cher à l'époque. Mais celui qui a donné les Seydou Keita, les Djila, les Djibril Sidibé, les Draman Koulibaly Chifo, les Dissa et autres méritent à mon avis quelque chose de plus grand et de plus significatif. Oui, cet ancien sportif doublé d'anciens ministres aura marqué son existence et n'aura pas vécu pour rien. Les autorités maliennes, la Fédération malienne de football et l'ensemble du peuple malien adressent à la famille de Salif Keita leurs condoléances les plus attristées. Voilà, Salif Keita, en tout cas, l'homme au parcours exceptionnel, parcours qu'il a d'ailleurs débuté ici à Bamako, en club d'abord, avec son club de cœur, l'AS Real de Bamako, justement, qui vous inspire ce parcours éclatant, d'abord au niveau club, ici au Mali. Rien à dire, c'est son talent qui parlait tout le temps. J'ai eu la chance de le voir jouer quand j'étais beaucoup plus jeune. Au stade Mouadou Konaté notamment, il faisait des choses extraordinaires avec le ballon. Salif, c'était un surdoué, c'est-à-dire qu'il savait faire avec le ballon ce que personne ne savait faire. Salif, il jonglait, il driblait en jonglant. Salif, il montait les escaliers en jonglant. Nous avons eu la chance de voir ça. Salif Keita, c'était le talent pur, le talent à l'état naturel. Il a marqué son temps. D'abord, l'AS Real de Bamako, c'était son club de cœur, tout le monde le sait. Il a marqué cette équipe, ce qui lui a valu d'être sélectionné avec le Stade malien pour jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions. À l'époque, en 1965, c'était permis. Il y avait Kidian Diallo aussi, il y avait Bakary Traoré de l'Alliance aussi. Ils étaient tous sélectionnés pour renforcer l'équipe du Stade malien. Mais Salif, c'était un cran au-dessus. Pour ne pas monopoliser la parole, je dis simplement que Salif, c'était un être hors du commun. Alors, justement, Mohamed, au lendemain des indépendances, voilà, ce footballeur exceptionnel qui le Mali découvre, d'abord avec les clubs et ensuite l'équipe nationale, du Real au Stade malien de Bamako. Je crois qu'il a marqué de son empreinte vraiment l'histoire de ces clubs maliens. Tout à fait, surtout en compétition africaine avec le Stade malien où en janvier 65, le match retour contre la SEC à Abidjan, il a carrément survolé la rencontre, ce qui a fait dire à la presse ivoirienne qu'il était l'auteur des 6 buts du Stade malien, alors qu'il en avait marqué 2, Cyril Diallo en avait marqué 2 et Thiembo Sinaté aussi. Donc c'est l'année suivante aussi, avec le Real, en demi-finale contre l'Oryx de Douala. Là aussi, il avait su mettre à distance l'éteignoir sous Mbappé Lepé. Tout le monde parlait de Mbappé Lepé à l'époque, mais ce jour-là, c'est Salif qui, à Douala, a carrément éclaboussé la rencontre de sa classe. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment que beaucoup de jeunes Camerounais ont pris le surnom de Domingo, dont le Ballon d'Or 1980, Jean Manga Onguéné. Il se faisait appeler Domingo pendant un bon moment, et ça c'est en référence à Salif Keita. Donc ce parcours, il était aussi bien sur le plan local que sur le plan africain, il avait cette aura. Alors, c'est vrai que Cheikh Oumar Konté qu'il était en tout cas plus jeune, beaucoup plus jeune d'ailleurs, souvent, que beaucoup de ses coéquipiers en club, mais il les a inspirés parce qu'il y avait un talent vraiment hors du commun. Hors du commun, parce que quand vous voyez, il vient de dire le parcours avec le Stade malien, il a pu planter 8 buts pendant la première édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. À son temps, on l'appelait comme ça. Il a joué la finale à Accra contre Oryx de Douala. Mais en 1966, il a mis 14 buts. Donc aujourd'hui, depuis l'ancienne formule jusqu'à la nouvelle, personne, aucun buteur de chaque édition n'a pu atteindre les 14 buts. Mat Kanté a eu 12 buts, Mat Diallo 10 buts, et Draman Traoré Rivaldo 8 buts. Mais Salif vraiment a marqué son empreinte pendant cette deuxième édition. Comme il a dit, en demi-finale, aller contre Oryx de Douala à Douala. Et sur les 6 buts du Real de Bamako, Salif seul a planté 4 buts. Donc cette édition, il a terminé meilleur buteur avec 14. Donc avec sa jeunesse, sa première sélection avec l'équipe nationale, le Coral a dit, c'est le tournoi de Ganefo, Indonésie-Mali en novembre 1963. À 17 ans, Salif, premier but avec les Aigles de Bamako. Donc vraiment, il a marqué son temps. Alors, c'est vrai, quand il a fait
Et justement, ce parcours exceptionnel avec son club de cœur, avec le Stade Melel Bamako, dans les compétitions africaines. Et paf, direction maintenant Saint-Étienne pour entamer une carrière professionnelle qui a été aussi vraiment exceptionnelle. Et je crois qu'il y a une petite histoire d'ailleurs par rapport à Saint-Étienne en 1963. Oui, avant, bon, disons en 66, 67. Voilà. Disons, avant d'arriver à cette petite histoire, disons que c'est la méchanceté qui a fait partir Salif en France. C'est ce qui a occasionné son départ en France. Parce que Salif, après avoir échoué avec le Real, vous savez, c'est entre guillemets un malchanceux. Salif est un malchanceux dans le football, quoi qu'on dise. Il a raté pratiquement toutes les finales continentales qu'il a eu à jouer. Il a joué la finale de la Coupe d'Afrique en 66 avec le Real, après avoir joué en 65 avec le Stade. Salif, pour tout le monde, c'est lui qui pouvait donner la coupe au Mali. Alors, à son retour à Bamako, on l'a tellement insulté. On a même dit qu'il a vendu le match aux Ivoiriens. On a tout dit de Salif. Toutes sortes de méchanceté. Alors, ce qui l'a fait révolter, et c'est ce qui a occasionné son départ sur la France. Et pour revenir à votre question, quand il est arrivé en France, il n'est pas arrivé directement à Saint-Étienne. Pour résumer directement, il est arrivé plutôt à l'aéroport de Orly, alors que c'était l'aéroport de Charles de Gaulle qui était prévu pour son arrivée. Alors quand il est arrivé, le Roger Garonner, qui était le recruteur de Saint-Étienne à l'époque, ils étaient allés l'accueillir dans l'autre aéroport. Lui, il y avait mauvais temps, et l'avion a atterri plutôt à Orly. Donc, il a pris un taxi. Les gens disent, oui, pourquoi il a pris un taxi? Il ne connaissait pas, il commençait à se moquer de lui, pourquoi il n'a pas pris le train? Non. Salif, de toutes les façons, s'il prenait le train, il arrivait à Saint-Étienne, il ne connaissait personne. Donc, il a pris directement un taxi, et sa valeur lui permettait de prendre un taxi. Salif était sûr de lui-même, et c'était vrai qu'il savait jouer au ballon. Il est parti directement de Orly à Saint-Étienne. C'est quand même assez loin. Pour ceux qui connaissent un peu la France, c'est quand même assez loin. Mais quand Garonner, Roger Rocher, tout ça, les responsables de Saint-Étienne, à contre-cœur un peu, ils ont payé le taxi. Mais dès qu'ils ont vu le premier entraînement de Salif Keita, si le prix du taxi triplait, ils allaient le payer. Ça, je peux vous le garantir. Alors, c'est pour vous dire que Salif, c'est pas un joueur qui est venu comme ça. Il est venu avec son don naturel, mais aussi c'était si vous voulez, quelqu'un qui était averti, réservé, mais avec beaucoup de personnalité. Moi, je l'ai un peu approché. Il avait beaucoup de personnalité, il était réservé, il ne parlait pas beaucoup, il était un peu timide, mais ce n'est pas sur le terrain. Et il savait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi un jour dans les vestiaires de Saint-Étienne, quand il discutait avec les Beretta et autres ses partenaires, alors il a découvert que ceux-ci étaient beaucoup plus payés que lui dans les discussions de vestiaire, alors que lui, il avait des miettes entre guillemets. C'est ce qui l'a fait révolter. Malgré son grand talent, il était le numéro 1 à Saint-Étienne. Et c'est ce qui l'a fait révolter. Là aussi, il a eu une personnalité. Et plus tard, c'est ce qui a fait sa guerre avec Roger. Et c'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à quitter ce club-là, parce qu'il ne s'entendait plus du tout. Voilà donc un tout petit peu résumé l'histoire de Salif à Saint-Étienne. Voilà, justement, Mohamed, Saint-Étienne qui a réagi sur son compte Twitter en disant « La panthère noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club ». C'est dire combien lui n'était pas forcément, Saint-Étienne n'était pas forcément le club de son cœur, mais il était le chouchou de Saint-Étienne, bien évidemment. Et ce n'est pas pour rien. Avec 3 titres de champion, 2 Coupes de France, s'il a joué la finale ici, il a remporté les titres au niveau de Saint-Étienne. Oui, tout à fait. On ne peut pas occulter Salif de l'histoire de Saint-Étienne. C'est vrai qu'il a passé 5 tumultueuses années à Saint-Étienne, mais il reste quand même dans l'histoire de Saint-Étienne, où d'ailleurs il a été accueilli à l'époque par les Africains qui étaient Mekloufi et puis Doumbé, le Camerounais Frédéric Doumbé. Et ensuite, il y a eu effectivement la première année où il ne savait pas qu'il devait payer beaucoup, il devait être payé beaucoup plus que ce qu'on lui donnait.
il y a eu cette révolte. Et ça aussi, c'est par rapport aux études qu'il a eues au niveau de Saint-Étienne. Au niveau de Saint-Étienne, il suivait des cours en capacité de droit. Et ça l'a aidé surtout dans son conflit avec Roger Rocher lorsqu'il voulait quitter Saint-Étienne pour Marseille avec cette suspension qu'il a eue. Et voilà, la suite aussi, je pense qu'on va en parler, son premier match à Marseille qui s'est joué contre Saint-Étienne, les 2 buts qu'il plante et le geste d'humeur face à Roger Rocher. Et voilà, c'était ça aussi, Salif Keita. Alors, Cheikh Oumar Konté, il n'a pas fait feu qu'à Saint-Étienne. Il est allé ensuite à Valence, au Sporting Lisbonne et aussi aux États-Unis avec les Celtics de Boston. Partout où il est passé, je crois qu'il a laissé des traces. Il a laissé les traces pour revenir à Saint-Étienne parce qu'il faut rappeler qu'on parle de Messi, de Cristiano qui ont planté 4 buts, 5 buts au cours d'un match. Mais Salif a fait Saint-Étienne contre Sedan 8-0. Salif seul a planté 6 buts. Donc ça, c'est des records qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, toute une saison, il a planté 42 buts souliers d'argent. Après Moukourfi, 44 buts. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas oublier lors de son passage à Saint-Étienne. Partout, il a passé, comme il vient de dire, à Marseille, c'est vrai, à Valence, partout, il a mis vraiment son empreinte là-bas. On ne peut pas l'oublier, ça fait partie de l'histoire des clubs où il a passé. C'était plutôt Joseph Soblar. Tellement, on peut dire tellement de choses sur Salif, on est en train de nous faire signe que le temps est parti, est en train de s'approcher grandement. Mais on va parler justement de Salif avec les Aigles du Mali. Là aussi, il a été sélectionné étant très jeune, mais la compétition qui reste dans la mémoire du sportif, c'est Yaoundé 72. Franchement, là, ça a été un petit peu inachevé, mais comment vous avez vécu un petit peu cette époque-là? Expliquez-nous un peu, surtout la finale où Salif devait jouer, mais qu'il a raté à cause d'une blessure. D'abord, Salif à Yaoundé 72, Salif misait beaucoup sur Cheikh Fanta Madi Diallo, qui avait 18-20 ans à l'époque, très jeune. Salif est même venu, il a proposé des kinés européens à l'équipe du Mali pour récupérer assez rapidement certains joueurs dont Fanta Madi Diallo. Et il n'a pas été compris là aussi. Donc le Mali est parti avec Fanta Madi Diallo, certes, mais blessé. Alors que c'était un pion essentiel dans l'effectif du Mali. Alors, pour revenir à Salif, à la finale, déjà, le premier match, Salif a été blessé. Et là, c'était contre, je crois, le Kenya. Le Togo et le Kenya. Le Togo après le Kenya. Il a été blessé parce que c'était la cible de tout le monde. Il a été blessé à la cheville. Alors, il a essayé de forcer, de récupérer un peu. Ils l'ont fait reposer au deuxième match. Le troisième match aussi contre le Cameroun, je crois. Il n'a pas joué. Mais Cheikh Diallo avait été un tout petit peu récupéré. Lui, il a joué. Il a même été excellent dans ce match-là, Cheikh. Alors, la demi-finale, Salif n'a pas joué. Il a été reposé contre le Zaïre. Tout ça, on misait sur lui pour le mettre à la finale. Mais à la finale, il y avait un problème. L'encadrement technique et les autres, je crois qu'ils ont, enfin, les dirigeants, ils se sont disputés. Je crois que l'encadrement voulait mettre certains jeunes joueurs et puis Salif pour la fin du match. Mais les dirigeants voulaient qu'on le mette au début. Il a joué, je crois qu'il n'a joué que 18 minutes, quelque chose comme ça. Après, il est sorti, il a laissé l'équipe malienne sur blessure. Parce qu'il était déjà blessé, la blessure s'est réveillée. Et là, on a perdu tous espoir. Nous qui étions à Bamako, sur le moral des autres, sur les coéquipiers. Parce que Salif, en fait, à lui seul, il pouvait gagner un match de football. Et si Salif n'était pas blessé, je le dis, je le répète 3 fois comme le dirait l'autre, Salif, s'il n'était pas blessé à Yaoundé, le Mali aurait été champion d'Afrique de 1972, c'est certain. Et sa blessure était réelle. Parce que je vais vous faire une confidence. Quand ils sont revenus, nous étions vers la Poudrière. On est allé les accueillir vers la Poudrière. Le véhicule passait, le Salif était dedans, mais sa cheville était enflée. Personnellement, j'ai vu ça.
Sa cheville était enflée. Mais jusqu'à présent, il y a certains qui s'entêtent à dire que Salif n'avait rien et qu'il n'a pas voulu jouer. Ça m'embête trop, Koudji. Ça, je vous le dis franchement. Salif était blessé. Ceux qui disent que Salif a vendu le Mali, eux, ils n'aiment pas le Mali plus que Salif Keita. Il faut approcher Salif pour savoir que cet homme-là est un fils du Mali et un digne fils du Mali qui a refusé la nationalité française au moment où beaucoup couraient derrière pour rester malien parce qu'il ne voulait pas donner le mauvais exemple à ses jeunes frères qui arrivaient après lui, dans le professionnalisme. Voilà, on aurait voulu s'étendre justement sur cette carrière exceptionnelle, mais écoutez, on va parler de l'après-carrière rapidement parce que le temps est parti déjà. Pour dire qu'il n'a joué que 31 matchs pour les aides du Mali et il a planté 16 buts durant toute sa carrière internationale avec les aides. 31 matchs et 16 buts marqués. Alors, pour parler de l'après-carrière, Mohamed, c'est vrai que l'avènement du centre Salif Keita, là aussi c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on a vu tout l'impact des jeunes de ce centre-là sur le football malien. Vraiment, ça aussi c'est un point qu'il faut signaler. C'est vrai que durant sa carrière professionnelle, il a eu à voir comment on prépare les champions. Et lorsqu'il est revenu au Mali, après les États-Unis, il a essayé d'en parler au niveau de la direction technique, mais il n'a pas été compris, il n'a pas été suivi. Donc c'est une idée qu'il a mûrie, qu'il a mise en place, et lui-même entraînait ses jeunes au tout début, avec Feu Idrissa Kanté Gorki, avec lequel il a joué à Yaoundé. Donc là, ça a donné les produits qu'on a connus. C'est vrai que les plus connus sont Seydou Keita et Djila, avec Djibril Sidibé, mais il y en a beaucoup d'autres. Et dans toutes les catégories, il n'y avait pas moins d'une demi-douzaine de joueurs issus du centre Salif Keita. Donc à ce niveau, c'est quelque chose qui a été réellement pensé. Et là, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des améliorations, mais bon, la nature humaine est toujours imparfaite. Donc là, c'est vraiment à son actif le fait d'avoir installé le centre Salif Keita et de nous produire ces champions. Rapidement, Cheikh Oumar Konté, même quand il était président de la Fédération malienne de football, il a noué des contacts, il avait des projets extraordinaires. Ouais. Mais je pense que comme Koro l'a dit, c'est l'éternel incompris. Parce que franchement, il avait une vision, il était en avance sur sa génération. Mais chaque fois qu'il a mené un projet, vraiment, on n'adhérait pas à ces projets. Quand il finissait son mandat en 2009, il était vraiment dessus, complètement dessus du football malien. Voilà. On va donner rendez-vous en tout cas à nos téléspectateurs pour parler de Salif Keita en long et en large. Voilà, et justement, on va terminer cette émission en vous proposant un documentaire, un extrait d'un documentaire que nous allons vous proposer dans nos programmes demain, c'est-à-dire Salif Keita Domingo, une vie au service du football. Qui boxe cette balle, belle reprise de Larquet et but de Keita, magnifique but de Keita. Il y avait d'abord eu un très bon tir stéphanois, repoussé une première fois, bon tir de Larquet repoussé par Escale, et c'est Keita, Salif Keita ici en gros plan qui égalise pour Saint-Etienne après 35 minutes de jeu. Des moyens sont là, film de fait film, à voir là, quand un film de fait jouer. Ani Indien film. Bon, Indien kundi ko Captain Tamango. Demo hotel Captain Tamango. Indien kundi ko lui. Nene nsi ndo nga nga tafu. Iba ni ka action ni action mi na tote. Wa so nya wo o kana. Bo déjà min ti wo le wo kana. Ko ni action ni action kele. Maintenant mi wo le limongo. Il était doué, il avait le sens des buts et puis bon, il savait tout faire avec un ballon. Je me rappelle que quand nous étions à l'internat, après que nous étions tous fatigués, tout ça là, il s'amusait à grimper les escaliers en jonglant le ballon. Yaoundé, quand le ressort qu'il a venu donner un coup de pied volontaire à Salif, bon, nous on a dit mais Salif, c'est quoi?
Il dit, Cro, ne rentrez pas dans l'hôtel, laissez-le. Nous sommes là-haut. Je vous dis, franchement, il a pris le ballon, il s'est dirigé directement sur Ressort. Il a dribblé, Ressort est tombé. Il a dit, je suis là. Moi, Frafina bébé couloni moi mon toy. Moi mi tribune carré Franci. Toi ka claque à tribune ka claque à ballon to dala. Ah, je pense que moi manga coulongo toy. Et j'ai eu bien sûr l'appui de mes grands frères, de tous mes aînés qui m'ont donné beaucoup de conseils et qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé même en équipe nationale.